Et je suis le citoyen à l'origine de ce projet. Et c'est un projet finalement qui est, je vais dire, l'origine, c'est une idée qui est venue pendant la Covid. Je suis allé, je voulais faire du bénévolat et je suis allé remplir un formulaire. Et sur le formulaire, il y avait la mention race. Et étant donné que c'était que du bénévolat, je trouvais que c'était pas important que je m'identifie en tant que noir ou blanc pour aller faire du bénévolat. Et je l'ai fait finalement pour faire une histoire courte. Mais plus tard, j'ai vu sur Facebook que le Fonds de recherche du Québec offrait une possibilité ou une opportunité aux citoyens de poser des questions ou une question qu'ils jugent pertinente, ou on peut finalement, avec une approche scientifique, pouvoir être jumelé avec un chercheur ou une chercheuse pour essayer d'apporter des éléments de réponse. Alors qu'on le sait très très bien qu'il n'y a qu'une race humaine. Alors c'était ça la question, et justement pour essayer de répondre à cette question, je pense que c'est une question ouverte. Et la première phase était beaucoup plus théorique. Et on a eu aussi un symposium sur le livre de Charles Mills qui parle justement du contrat racial. Et le livre a été traduit, ça fait pas longtemps, par un des rappeurs que vous connaissez très bien, qui s'appelle Webster, Aline Diaye, a.k.a. Webster, qui vit à Québec. Et on a eu justement l'opportunité de lui poser des questions par rapport à ce livre pour finalement conclure que tout ce qu'on vit, c'est vraiment, ça fait partie du contrat racial qu'on nous a imposé effectivement depuis belle lurette. Alors voilà le fondement finalement du projet. Et c'est pour cela qu'on voulait que vous soyez avec nous pour essayer de répondre à quelques questions par rapport justement à ce fléau que nous vivons depuis un certain temps. Voilà, merci. Première question, et peut-être en répondant, si vous voulez, vous pouvez vous présenter aussi. Comment vous vous identifiez à l'heure actuelle comme Canadien, comme Rwandais, comme personne issue de la communauté rwandaise, comme personne d'origine afro-descendante, comme juste des êtres libres? C'est quoi votre identité à l'heure actuelle? Voilà. Je peux commencer. Donc, je m'appelle Chloé. Je suis étudiante et mes parents sont burundais. Mon père est ici, Christian. En fait, la question est assez... il y a énormément de réponses à cette question. Moi, je dirais que d'abord, ça dépend de qui me la demande et du contexte. Généralement, je m'identifierais en tant que d'origine burundaise. Si quelqu'un veut juste apprendre à me connaître et me demande d'où je viens, je comprends la question et je sais qu'ils ne s'attendent pas à ce que je réponde du Québec. Cependant, je me considère... ma culture, mes références culturelles, mes amis sont tous, en majeure partie de culture québécoise, d'origine québécoise. J'ai un accent quasiment québécois et je suis très fière de vivre ici, genre de comprendre la culture, de pouvoir m'identifier à cette culture, malgré ma couleur de peau et de quoi j'ai l'air. Mais bien sûr, les gens, en me voyant, veulent savoir d'où je viens.
Donc, je réponds du Burundi, ou que mes parents viennent du Burundi, puisque je suis née ici. Et j'en suis fière également. Je suis fière autant d'être québécoise que d'être burundaise, mais malheureusement, je parle pas la langue et je suis jamais allée. Donc, c'est sûr que j'ai peut-être un sentiment d'appartenance plus grand envers le Québec que le Burundi et le Rwanda. Le profilage racial fait en sorte que beaucoup de gens, beaucoup de Noirs, sentent le besoin de se surpasser et moi personnellement je pense que que tout le monde devrait ressentir ce besoin, peu importe la couleur de peau, peu importe, c'est juste pour être toujours la meilleure version de soi-même. Et moi en grandissant j'aimais ça, être la meilleure version de moi-même, essayer d'avoir les meilleures notes à l'école, faire le plus de parascolaires, etc. Et dans ma tête c'était juste pour comme être en course contre moi-même. Et je réalisais pas, en fait, que beaucoup de gens, surtout ma mère, voyaient ça plutôt comme une exception ou un modèle de la fille noire parce que ça surprenait tellement de gens que j'avais des bonnes notes à l'école, que je jonglais tellement de parascolaires en même temps et que je travaillais en même temps. Et moi qui voyais ça juste comme les autres personnes qui font ça, peu importe leur couleur de peau, de l'autre côté, il y avait des Noirs qui me remerciaient dans leur tête de nous faire paraître comme bien. Et pour moi, quand j'ai réalisé ça, c'était vraiment comme... Mais voyons, genre, c'est vraiment dommage qu'on doive penser comme ça et qu'on doive déjà juste remercier des gens pour ça ou se dire, espérer. Moi, j'ai hâte que dans les discours de remerciement, de prix, qu'il y ait plus de ce genre de discours, par exemple, les gens de ma race ou de ma culture, ça c'est pour vous, je veux que vous ayez du succès, nanana, parce que les Blancs disent jamais ça, parce que c'est attendu d'eux. Et donc, un jour, le jour où je pense qu'on aura eu le succès, l'égalité, c'est quand justement il y aura plus ces discours de un jour on sera à ce niveau qui est celui des Blancs, entre gros guillemets. Et aussi, de l'autre côté, c'est comme attendu des jeunes de la communauté noire de, par exemple, sécher plein de cours ou d'abandonner l'école à un jeune âge ou de pas avoir les meilleures notes. Mais par contre, quand c'est des Blancs ou des gens d'autres races qui font ça, ils en parlent pas. C'est pas discuté, c'est juste parce que, je sais pas, il fait du TDAH ou je sais pas, mais quand c'est nous, c'est parce qu'on est noirs. Et c'est ça. C'est des choses qui font discuter. C'est tout. Merci Chloé. L'image de l'iceberg. D'accord? Bon, tout le monde sait ce que c'est. C'est une image très connue. D'accord? Mais pourquoi est-ce que cette image nous l'avons choisie, Paul et moi, pour illustrer le racisme? Tout simplement à cause des caractéristiques même de l'iceberg. La première caractéristique de l'iceberg, c'est que la partie visible ne représente qu'un huitième du volume total de l'iceberg. Et donc la partie visible, on ne dit pas qu'elle n'est pas importante, ça va? Mais par rapport au reste, ce n'est que un huitième. Et donc l'iceberg est d'autant plus dangereux qu'il y a une partie invisible, insoupçonnée, qui va agir de manière plus insidieuse, plus dangereuse encore. Et les voyageurs du Titanic, ils en ont su quelque chose, ça va? Donc, l'image de l'iceberg nous dit que le phénomène du racisme, la partie visible du racisme est la toute petite partie du racisme. Pourquoi? Parce que le racisme joue beaucoup plus
en profondeur, de manière insidieuse, de manière invisible. Si bien qu'on a de la difficulté à saisir la chose, et vous l'avez très bien illustré. Et je pense que vous allez retrouver dans ce que je vais dire ici, finalement, beaucoup de ce que vous avez dit vous-même, les expériences déjà. Alors, ce qu'on a fait, Paul et moi, on a divisé l'iceberg du racisme en strates, pour montrer les couches de racisme. Et donc, plus on va vers le bas, bien sûr, plus ces couches-là sont en profondeur, les profondeurs abyssales, et donc sont inaccessibles, sont invisibles, certes, sont inaccessibles, mais agissent en profondeur de manière encore plus radicale. La première strate qu'on a associée à +1, donc +1 au-dessus du niveau de la mer, le racisme interindividuel. Pour mieux lutter contre le racisme sans tomber dans la violence du racisme. Alors voilà. Gina, juste une seconde. Hein. Quand tu parles de Ubuntu, nous, on vient justement de cette région, c'est pas juste australe, mais de l'Afrique de l'Est, où on parle la langue bantou, comme on dit, et on dit Ubuntu. Le B ne se prononce pas. Oui. Et effectivement, c'est ouais. Et nous, en créole, on dit moun. Moun, la personne, c'est l'humain aussi. Oui. Donc, en créole haïtien. Moun. On retrouve le mot. Effectivement. Et voilà, justement, ça vient justement des langues bantoues qu'on retrouve aussi dans l'Est, on va dire à partir du Kenya, tu descends jusqu'en Afrique du Sud. Effectivement, quand on dit Umunu, on se comprend dans toutes les langues de cette partie. Et Umunu, c'est une personne. Et Ubuntu, ça veut dire c'est justement une philosophie d'être humain, d'être voilà. Exactement, voilà, ouais, effectivement. Merci. Pour enchaîner là-dessus, c'est que donc dans cette philosophie de l'être, les Rwandais disent que Kuwaro, donc être, c'est de vivre avec l'autre. Kuwaronu Kuwan. Kuwaronu Kuwan. Tu n'existes pas sans les autres, sans vivre avec les autres. Mais j'avais une petite question sur le racisme intériorisé. J'avais une question sur le racisme intériorisé. Je l'avais, mais elle a été encore plus grande avec un commentaire que tu as fait là-dessus, que quand c'est quasiment le racisme des siens contre les siens. Est-ce que tu peux élaborer? Parce que ça m'intéresse. Si tu te rappelles de mon intervention entre ce que j'ai toujours subi et qui fait aujourd'hui partie de l'actualité, j'aimerais bien comprendre davantage sur ce racisme intériorisé. Merci. Jacques, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres diapos que vous avez aussi dans la question, dans ce qui vous a été remis. Mais l'idée, le racisme intériorisé qui a été proposé par Fanon, mais qui est maintenant repris par beaucoup de personnes qui ont des approches décoloniales. Tu vois, une manière de décoloniser nos savoirs, décoloniser l'éducation, la philosophie, etc. Et donc, il dit que, en fait, nous avons, les personnes racialisées sont imprégnées de ce racisme aussi. Nous le subissons, mais finalement, nous en sommes imprégnés d'une certaine manière. Donc, le regard que nous portons sur les autres comme nous, ce regard est aussi imprégné du racisme aussi. Et si on ne prend pas le temps d'en être conscient, d'accord, on le fait subir aussi aux autres comme nous, parce que on a bu au même lait, au même biberon, on pourrait dire. Donc on a ce regard. Et je pense que le colorisme, par exemple, c'est l'illustration parfaite. Le colorisme, par exemple, dans mon pays d'origine, Haïti, il y a quelqu'un qui disait ce matin, mais moi j'ai vécu le racisme, oui c'était hier, j'ai vécu le racisme dans le propre pays d'Haïti. Pourquoi? Parce qu'en Haïti, la peau claire, c'est comme un passeport vers un meilleur poste, vers si, le Grimet, on connaît. Donc, à ce moment-là, le colorisme, c'est une manière, c'est un euphémisme pour parler du racisme intériorisé,
Ça va? Donc, le racisme de soi contre les siens. Donc, c'est selon le critère du blanc, donc la blanchité ou la blanchitude, comme on dit. Donc, tout ce qui est le plus près du blanc est considéré comme étant plus compétent, plus beau, plus gentil, et quand la teinte noire de la peau s'éloigne du blanc, d'accord? C'est moins compétent, c'est moins beau, c'est moins gentil, donc c'est plus, etc., etc. Voilà. Donc c'est ça le racisme théorisé. Ça, c'est le racisme potentiel qui peut donner lieu à la résignation. Voilà. Oui, ah oui, oui. Mais merci. Le racisme potentiel, cette épée de Damoclès, on la sent tellement présente que effectivement, ça peut oui, ça peut se transformer en résignation du monde. Je n'ai plus rien, c'est trop. La charge mentale, raciale est telle que finalement, cela nous afflige, ça nous fige. Merci à vous. C'est un petit quelque chose vite, mais quand tu as présenté le racisme intériorisé, ça m'a beaucoup fait penser à moi au primaire, par exemple, genre j'ai été un petit peu élevée dans cette optique, surtout le colorisme. Et l'autre jour, ça fait longtemps que je me suis défaite de ça. Et maintenant, ça me rend un petit peu malade juste à y penser. L'autre jour, je suis allée dans un Ricom. Je me cherchais des affaires pour mes cheveux. Et genre, j'ai fait comme les rangées. La dernière rangée au complet, tout le long, c'était des produits de blanchissement de la peau. Toute la rangée, là, vraiment tout. Et ça m'a... J'arrivais pas. J'ai laissé mes produits, je suis partie. J'étais dégoûtée. Et honnêtement, je pense que le jour où ça sera plus dans les étagères, on aura fait au moins un petit peu de progrès. Ça, j'ai hâte. Je vais essayer d'en parler à tout le monde, là, plus de gens que je peux, mais honnêtement, je me demande même à quel point c'est rentable pour eux, combien de gens achètent vraiment ces produits, et j'aimerais que ces personnes-là viennent à des rencontres comme celle-ci et s'ouvrent. Ouais, c'est ça. Mais j'ai beaucoup aimé la rencontre. Merci Chloé, merci infiniment aussi d'amener cet aspect-là, le blanchiment, le défrisage des cheveux, etc. Donc des choses qui concernent plutôt surtout nous, les femmes noires. Mais en plus de cela, c'est que maintenant les recherches montrent la toxicité de ces produits-là. La toxicité de ces produits-là. Et donc, ce sont des produits cancérigènes, littéralement. Non seulement ces produits de blanchiment de la peau, mais aussi de défrisage des cheveux, etc. Et donc, les personnes noires, notamment nous les femmes, mais on ne se rend pas compte jusqu'à quel point est-ce que, effectivement, ce racisme intériorisé fait que, effectivement, on s'expose littéralement, notre santé. Oui, notre santé mentale, elle est déjà bien affectée, mais notre santé physique également, ils sont absolument toxiques et cancérigènes, ces produits. Merci d'amener cet aspect-là aussi.